Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Pour circuler la nuit, il fallait être en possession de garde, de passeport, de laissez-passer et autres camper loin. Durant les premiers jours de sa conversion, Madame de la Rue avait jeté au vent à queue de l'avenue un de ses occultes documents. C'était un papier timbré présentant un dessin naïf avec les deux bras levés comme une sentinelle. On racontait que c'était le soldat Simbi androgène, lui-même, dans son halte-là, entendu par 6000 hommes sur tout le territoire de la République. À côté de ce soldat, identifié par certains comme appartenant à la dite escorte noire, on pouvait lire « République, du nord au sud, de l'est à l'ouest, amène 50 goudes librement au nom de Madame Delarue, la bénéficiaire recommandée par Maître Calfou, Maître Grandbois, Maître Grandchimin et par l'oraison feu-vent, eau, terre, temps, espace, tempête, arrête-toi par Alté, Altar, Altéar, je crois, Pater, Noster, Ave Maria, sans tâche. » Mesdames et messieurs, vous êtes sur le plateau Délivrez-vous. Je suis sans souffle après cette lecture de cet extrait de Simbi Androgène, roman illuminé d'un écrivain illuminé qui s'appelle Pierre Clinton, qui est avec nous sur le plateau. Pierre, le bonheur, je suis sans souffle. Oui, c'est certain qu'il y a dans le texte une espèce de pulsion à l'intérieur même de l'écriture pour mettre le lecteur dans une situation d'essoufflement. Mais il y a aussi des phrases qui ne sont pas aussi longues. Il y a des phrases qui sont particulièrement courtes, juste pour apaiser cette tentation d'essoufflement qu'il y a à l'intérieur du texte. La rumeur dit, Pierre Clinton, que ce roman a pris 4 ans de ta vie, 4 ans pour déclarer Simbi Androgène. Simbi Androgène n'est pas un homme, Simbi n'est pas une femme, Simbi n'est pas un esprit. Qu'est-ce que Simbi Androgène que j'ai entre les mains, qui a pris la forme d'un livre à l'occasion? Bon, je pense qu'au cours de cette émission, nous allons certainement parler de livres, nous allons certainement parler de littérature et du roman, mais rester simplement dans le domaine esthétique du livre et on va un peu aborder la question de façon un peu limitée. La lecture d'un texte, la lecture d'un roman, la lecture d'un tableau, la lecture d'une musique, cela renvoie à autre chose qui ne soit pas simplement esthétique. Donc c'est simplement une introduction pour vous dire que le texte Simbi Androgène, le nom a déjà dit beaucoup de choses. Simbi, ça a un certain rapport à voir avec la mythologie haïtienne. Et le milieu à queue, si on veut. Et le milieu à queue. Mais ce n'est pas seulement le milieu à queue, il y a d'autres Simbi aussi. Ah, il y a des Simbi qui ne sont pas dans l'eau. Oui. Mais tu vois, exemple, on va parler de beaucoup de choses. Le Simbi Makaya, c'est un Simbi qui a un certain rapport, d'après ce qu'on me dit, avec le feu. Donc il y a le principe de feu dans Simbi, mais il y a aussi le principe de l'eau. Donc si on essaie de faire la synthèse entre ces deux principes, le principe à queue et le principe du feu, ça nous donne quoi au niveau de Simbi? Ça nous donne le principe du Christ. C'est la croix. C'est la croix, c'est la souffrance, c'est la douleur. Mais tu t'es quand même autorisé un déterminant devant Simbi, un déterminant masculin. Tu dis le Simbi. Est-ce que, malgré le déficit de sexe de Simbi, est-ce que Simbi a plus tendance à être dans une propension phallique? Bon, non, ce n'est pas une propension phallique. Ça renvoierait plutôt à la dimension physique du personnage. Et ce n'est pas pour rien que j'ai plutôt choisi le terme androgynie. Je n'ai pas choisi le terme hermaphrodite
Parce que l'hermaphrodite, c'est beaucoup plus physique. C'est le vécu d'une personne avec deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Alors que l'androgynie, c'est beaucoup plus spirituel, c'est beaucoup plus élaboré, c'est beaucoup plus dans le sens, je dirais, symbolique du terme. Laissez-moi un peu faire une considération, je dirais. Mais tutoie-moi, Pierre, s'il te plaît. Okay, tutoie-moi. Donc, laisse-moi faire une considération, je dirais, sur le plan des origines même de l'homme. Oui. L'homme a été créé, d'après ce qu'on raconte, par l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Je ne dis pas Dieu. C'est pour ça que je considère la nature et les énergies qui ont créé tout ce que vous voyez, par l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Justement, il était un homme. Il était un homme, c'était Adam. Mais Adam se plaignait parce que Adam a vu que dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'autres créatures, les bêtes par exemple, qui avaient leurs femelles avec elles. Eh bien, Adam se plaignait d'être seul, il se plaignait de sa solitude. Peut-être sûrement que l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, je ne comprends pas pourquoi Adam se plaint au sujet d'une femelle, tandis qu'il sait ce qu'il a mis à l'intérieur de la structure physique et intellectuelle et spirituelle d'Adam. Parce qu'en effet, il est omniscient, ce Tout-Puissant. Donc il savait qu'à un moment dans le film, Adam allait formuler le besoin d'avoir une compagne. Et il a répondu à ce besoin. Parce qu'il est généreux, il a répondu à ce besoin. En fait, finalement, qu'est-ce qu'on nous a raconté? On nous a raconté que... J'aime beaucoup qu'est-ce qu'on nous a raconté. Oui, c'est peut-être un conte. Mais les contes expriment toujours des réalités scientifiques que nous ne maîtrisons pas encore. Donc on nous raconte comme un conte que Adam a été endormi et pendant son sommeil, on a enlevé d'une de ses côtes, pour fabriquer la femelle. La femelle. Alors, il aurait vu la femelle à côté de lui. Mais je ne pense pas qu'il s'agit de côtes. Il s'agit plutôt d'un autre phénomène beaucoup plus élaboré, beaucoup plus complexe, qui s'appelle l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. On a dû peut-être enlever quelque chose dans l'ADN d'Adam pour pouvoir créer une autre personne qui lui ressemble, qui est la femme. Parce que l'ADN fait ce qu'on appelle l'arche d'alliance. L'arche d'alliance dont on parle tant, il y a certaines personnes qui disent que l'arche d'alliance, c'est une pile atomique. Il y a certaines personnes qui sont plus dans le domaine du sacré, qui pensent que l'arche d'alliance, c'est quelque chose de très mystique qu'on doit garder à l'intérieur. Alors, l'arche d'alliance, c'est dans la forme de l'ADN, sa forme conique? C'est la forme de l'ADN. Qu'on appelle l'arche d'alliance. C'est le pont. Le pont, voilà. C'est le pont qui existe entre le ventre et les éléments les plus supérieurs de notre structure corporelle, par exemple au niveau de l'apex, au niveau de notre tête, de notre cerveau. Donc l'arche d'alliance, c'est aussi dans notre histoire et dans notre mythologie, l'arche d'alliance, c'est Damballa aussi. Parce qu'on n'a jamais compris le signe de Damballa. Ouais. C'est vrai que le signe de Damballa a des liens avec la forme de l'ADN. C'est l'onde électrique et c'est aussi, ça a une certaine relation avec la forme spiralée et de l'ADN. Donc, selon moi, et cela ne se repose pas sur des données scientifiques irréfutables, mais selon moi, l'arche d'alliance dont on parle, elle est à l'intérieur de chaque homme. Et l'arche d'alliance, c'est la relation d'harmonie qui existe entre ce qui est inférieur, ce qui est en bas, et ce qui est supérieur, ce qui est en haut. Donc, et là, tu es au cœur de la mythologie chrétienne, judéo-chrétienne. Tu as considéré l'élément majeur de cette mythologie. On va appeler ça carrément une mythologie. Mais il y a d'autres modèles sociaux qui ont inventé d'autres mythologies. Parce qu'on va peut-être dire qu'il y a autant de dieux qu'il y a de cultures. Pour un individu qui est dans une autre culture et qui a donc une autre mythologie, comme tu as établi là le rapport entre Damballa et Adam un petit peu, est-ce que tu es en train de dire qu'il y a entre les différents systèmes mythologiques des passerelles d'échange? Il y a des zones de rencontre entre les mythologies. Mais c'est certain. Les mythologies sont de chaque peuple
ce sont des expressions culturelles de chaque peuple déterminé. Mais il y a un déterminant, il y a une constante, parce que la création du monde a été faite par une énergie unique. Et cette énergie unique s'est répandue à travers des espaces géographiques bien déterminés. Donc disons tout simplement que les cultures se sont éparpillées, de même que les populations, de même que les perceptions des choses, les visions du monde, les façons de s'inscrire dans le réel en général. Il y a un élément universel, et cet élément universel, on trouve cet élément universel si on a la patience de chercher à travers chaque culture, on va retrouver cet élément universel. Et ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de Damballa. Celui qui m'a mis sur la piste scientifique de Damballa, c'est le docteur Daniel Mathurin, qui faisait beaucoup de recherches sur le vaudou. On a eu beaucoup d'interviews ensemble à la radio et autour de ces recherches. Eh bien bon, il m'a fait comprendre que le Damballa, ce n'est pas une couleuvre, ce n'est pas une couleuvre dans le sens animal du terme. C'est une expérience qui se faisait dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden, et c'est une expérience qui se faisait avec l'onde électromagnétique de la Terre et du cosmos, Carrément. qui est représentée par Damballa dans certaines cultures, et que dans la culture grecque on trouve un signe qui représente justement la couleuvre, le Damballa, et c'est partout dans la Mais Grèce antique. est-ce que Simbi androgène a également la forme d'une couleuvre? Non. Simbi androgène, c'est plutôt un personnage. C'est un personnage qui a vécu dans un village, un personnage réel, mais sa caractéristique particulière, c'est le fait que Simbi a un zizi qui est particulièrement bleu. Mais qu'est-ce que ça m'a plu quand je suis tombé sur ce passage? Simbi a un zizi, mais vraiment tout bleu. Oui. Mais, je n'entrerai pas dans des manières de décodage de ce zizi bleu, mais ça renvoie d'après ce que j'ai vu dans le texte, ça renvoie au principe de l'eau, au principe aqueux qu'il y a partout dans le texte. Ouais. C'est vrai que l'adjectif aqueux est très présent dans ce livre. Ok, c'est partout. C'est comme un leitmotiv, ça se reprend une litanie. Ça permet tout le temps au récit de se rebooster, de reprendre du chemin. Mais le principe aqueux est aussi à l'intérieur de nous. De même que le principe de feu est aussi à l'intérieur de nous. Donc nous sommes, Pierre Clitande, eau et feu en même temps. En nous, il y a de l'eau et du feu. Oui, il y a les deux. Et c'est ce mélange qui nous permet d'exister et d'envoyer. Ouais. Mais quand on crée des contradictions, entre le feu et l'eau, des contradictions systématiques, comme cela se fait et à travers les sectes religieuses que l'on a en Haïti, et le mal, et le bien, le diable d'un côté, Dieu de l'autre, Satan et autres. Oui, il y a toujours ce principe. On ne comprend pas vraiment les espèces d'alliances qu'il y a entre les deux. À l'intérieur de l'homme, il y a l'eau. Il y a l'eau qui est exprimée justement par cet espace qui est le zizi. Mais il y a aussi le principe du feu. Le principe du feu qui nous permet justement de dominer ce principe aqueux. Pas seulement de le dominer de façon coloniale, de façon systématique, pour pouvoir imposer des formes d'idéologie, entre guillemets, sur ce principe, mais de cohabiter avec le principe, de connaître, de partager les informations. Et c'est à partir du partage des informations qu'on peut vraiment trouver l'équilibre de l'homme. Ouais. Mais il y a d'autres forces en nous, Pierre Clitande. Il y a aussi l'électricité en nous, il y a aussi la force électromagnétique en nous. C'est le feu. C'est le feu qui s'exprime par l'électricité et par l'énergie électromagnétique. Et l'air. Ah l'air que nous respirons, il faut prendre beaucoup de précautions à ça, parce que le système dans lequel nous vivons peut, à un certain moment donné, peut nous faire payer pour l'air. C'est l'air qui pénètre à l'intérieur de notre corps, c'est l'air que nous recevons du cosmos, et de la nature, des arbres, de l'eau et de tout ce qui se dégage au niveau
et des rivières et autres qui nous donnent l'oxygène nécessaire. Mais il faut prendre beaucoup de précautions parce qu'avec le système que nous sommes en train de vivre actuellement, il arrivera un instant, de même qu'on a colonisé les hydrocarbures, les choses qui sont dans la terre. Il arrivera un temps où la machine capitaliste va privatiser l'air. Va nous faire payer pour Il va falloir payer pour respirer. 10 dollars pour une heure de respiration. Bon, alors, là, il faudra faire appel à Simbi Androgène parce que Simbi Androgène fait quand même partie de 6 000 hommes éparpillés sur tout le territoire de la République. D'où ma question, Pierre Clitande. Quels sont ces 6 000 hommes qui sont éparpillés sur tout le territoire d'Haïti? Et que font-ils, ces 6 000 hommes? Bon, il y a d'abord un aspect, je dirais, un aspect historique. Parce que c'est certain que l'histoire haïtienne n'a pas été une histoire simple, entre guillemets. Et nous avons fait 1804. Nous avons fait 1804, non pas simplement par l'arme militaire. Par des manières physiques, il y a eu autre chose. On a fait appel à des esprits qui nous ont aidés, à accomplir cette mission de libérer. Donc on a battu le colonisateur et avec l'arme militaire et avec l'arme mystique. Bon, je ne dirais pas l'arme mystique, parce qu'il y a, je dirais, une espèce de confusion autour du mysticisme. Ouais. Parce que c'est scientifique aussi. Nous vivons dans un espace qui... c'est parce que nous n'avons pas le regard pour ça, nous ne faisons pas des recherches pour comprendre ce qu'il y a en dehors de ce qui est visible, de ce qui est physiquement visible. Mais il y a d'autres espaces. Mais je viens d'avoir une nouvelle, par exemple. C'est une anecdote qui peut-être peut intéresser les spectateurs de votre émission, de ton émission, de te tutoyer. Il y a une anecdote, il y a un ami que j'ai eu à Carrefour-Feuille et qui était photographe. Mais il était tellement porté vers le sexe. Il m'a dit, Pierre, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment arrêter toute cette histoire. Comment tu as fait, toi, pour avoir au moins 3 semaines, ou disons peut-être même 3 mois d'abstinence sexuelle? Eh bien, je lui ai dit, la seule chose, c'est pas très compliqué, la seule chose, si tu fais 2 mois, si tu fais 2 semaines, tu peux faire 2 mois. Si tu fais 2 mois, tu peux faire 2 ans. Alors, malheureusement, il est mort. Il est mort dans une tragique histoire de femme aussi. Ah, parce qu'il mais finalement, il aimait trop les femmes, dis donc. Il a été assassiné par le mari d'une femme. Le mari, c'est vrai. Ouais. Il a été assassiné par le mari d'une femme parce que le mari l'appelait souvent pour lui dire de prendre beaucoup de précautions avec ma femme. Touche pas à ma femme. Mais c'est pour ça que le garçon a insisté. C'est pour ça qu'il était venu me dire, mais Pierre, je n'arrive pas à me contrôler. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais la femme ne l'a pas aidé non plus dans cette histoire. La femme devrait l'aider à ne pas continuer. Mais sur le principe du contrôle de soi, quand il s'agit de plaisir du corps, y a-t-il un quelconque intérêt, Pierre Clitande, à rentrer dans cette éthique de la retenue? Qu'est-ce que ça nous apporte quand nous nous retenons? Alors oui, je vais répondre à ta question, mais bien avant, je dois terminer l'histoire de mon ami Eddy. Je viens d'apprendre il y a à peine une semaine que Eddy est mort après l'assassinat d'Eddy qui a été fait en pleine pendant qu'il pénétrait à l'intérieur de sa maison. Il a été assassiné, il a été tiré. Mais je viens d'apprendre que la femme d'Eddy est enceinte du mort. Ah, la femme d'Eddy est enceinte du mort. La femme a été mise enceinte avant qu'Eddy ne décède. Non. D'après ce qu'on m'a raconté, et que je prends le mort comme fait, je dirais, à investiguer là-dessus. Non, Pierre, tu es en train de nous dire que le mort est venu engrosser la femme. Engrosser la femme, ouais. C'est ça qu'on m'a raconté. Parce que là, elle a été chez le docteur, et le docteur a enlevé peut-être une cuvette de choses, de matière un peu écarlate dans son ventre, mais malgré tout, elle n'a pas pu trouver la guérison. Et d'après les considérations qui nous ont été faites et par les Haïtiens qui s'y connaissent un peu, c'est le mort qui aurait fait du bien à sa femme et au cours de voyages oniriques. Au cours de voyages oniriques. Moi, je ne reviens pas parce que là, nous sommes loin de justement, nous sommes loin du rationnel. Oui, c'est pas rationnel dans le sens, je dirais, cartésien du terme. Mais en Haïti, nous vivons dans un espace, et Jacques-Stéphane Alexis l'a dit,
Jacques-Stéphane Alexis a fait beaucoup de recherches, il me semble. Jacques-Stéphane Alexis qui est un marxiste. Qui est un marxiste. Ça veut Donc, dire quelqu'un quelque qui peu est athée. rationnel, qui peut comprendre les choses de façon rationnelle et mathématique. Mais Jacques-Stéphane Alexis avec le réalisme merveilleux, qui a été un tout petit peu développé aussi par Aléo Carpentier, Ouais. le cubain, c'est le même espace géographique, donc éventuellement les mêmes cultures se partagent. Donc Jacques-Stéphane Alexis, c'est pas pour rien qu'il a écrit ce fameux texte, Romancero aux étoiles, non? les prolégomènes pour le réalisme merveilleux haïtien. Le réalisme merveilleux. Ça veut dire que il y a des espaces précis où ces énergies-là qui circulent. Et il faut des laissez-passer, il faut des passeports, il faut des campés loin. Oui. Mais je dois tenter, à travers cette émission, de faire de la pédagogie autour de tout ça. Non, de mettre un certain bémol, parce qu'on croit que Pierre Clitande, c'est un mystique. Ce n'est pas vrai. Pierre Clitande est intéressé aux choses mystiques. Non, pas aux choses mystiques. Je suis intéressé à des énergies qui sont autour de nous. Et tu penses que ces énergies existent vraiment et surdéterminent nos vies rationnelles? C'est vrai. Il y a même à l'intérieur de la science dite rationnelle, la science mathématique et physique, c'est pas pour rien qu'on parle de physique quantique là maintenant. La physique quantique nous permet de découvrir d'autres mondes, d'autres univers. D'autres univers qui ne sont pas des univers palpables, qui accessibles tout de suite par notre système sensoriel. Au commun les mortels. Pierre, on sait que tu es dans l'énergie, l'essoufflement. On va respirer, mais vraiment tout de suite, mesdames et messieurs, nous recevons Pierre Clitande autour de Simbi Androgène. Ça va parler de Simbi, de Campéloin, d'androgynie, le temps de votre première respiration. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Une nuit, le pharmacien se glissa dans la petite chambre d'Antonia. Il menaça de la jeter dans la rue avec un baluchon dont il lui montrait déjà le drap jaune si elle faisait le moindre bruit. Alors, Antonia, rivée aux confins de son angoisse, se pelotonna, sans force. Elle entrevit la silhouette imprécise d'un Simbi nègre de l'eau qui tentait de l'aider. Le pharmacien fut bousculé par une force inconnue. En ouvrant sa braguette jusque-là zippée, il n'avait pas trouvé son sexe. Ça devenait étrangement minuscule. 8. Mesdames et messieurs, il se passe de ces choses-là dans Simbi Androgène. Antonia est accueillie à Port-au-Prince par un oncle. Antonia qui est un personnage puissant qui traverse tout ce récit, qui a une force de caractère pas possible, mais qui subit moult épreuves. Antonia va être donc violée malheureusement par cet oncle horrible. Et voici que quand monsieur veut dégainer, voici que son sexe est devenu tout 8. Parce que Antonia a été aidée par Simbi, ce Simbi nègre qui est toujours là. Non seulement il faut, Pierre Clitande, comprendre le principe des campéloins et des passeports pour entrer dans ce roman, il faut aussi comprendre le principe de la protection de Simbi qui, au final, n'a pas pu protéger Antonia parce que l'oncle, il était tellement embarqué dans son désir de viol qu'il a violé Antonia avec son sexe minuscule, 8. Est-ce pour dire que les Simbi ne protègent pas totalement? Bon, il y a eu d'abord beaucoup d'autres protections de Simbi par rapport à Antonia. Parce qu'Antonia, c'est un personnage qui a vécu dans un bourg. Et vous savez, dans les bourgs, il y a beaucoup de préjugés, particulièrement de préjugés de couleur.
Et elle a beaucoup subi de situations complexes à cause de la couleur de sa peau. C'est une grimelle, entre guillemets. Elle a été adoptée dans une famille. Et c'est du fait qu'elle a été adoptée dans cette famille. Adoptée par les de la rue. Par les de la rue. C'est à partir de là qu'elle a eu beaucoup de problèmes. Parce que non seulement elle a la couleur claire. Mais elle est brillante à l'école. Elle a de bonnes notes. Elle est d'une grande éloquence quand elle lit à l'église. Par beaucoup de personnes. Et au niveau du bout. Donc ça a provoqué des jalousies énormes au niveau même de la famille qu'il avait adoptée. Donc il y a non seulement cette histoire de viol et de l'oncle, mais il y a aussi d'autres histoires, des histoires d'inondations qui sont passées dans la ville. Oui, où elle a été prise par les eaux en voulant justement aider, en voulant traverser la ville pour aller apporter des provisions à un organiste. Donc il y a l'eau qui l'a emportée et que finalement Simbi a pu trouver les moyens nécessaires pour retrouver la noyée. Ouais. Donc, mais il faut dire que Antonia, c'est pas une jeune fille qui laisse les gens qui ne l'aiment pas marcher facilement sur ses plates-bandes. Ouais. Elle a quand même eu l'intelligence du poison. Elle a quand même empoisonné cet oncle qui l'avait violée. Elle a réagi. Elle a réagi sans Simbi. Est-ce pour dire que de toute façon, dans l'existence, nous sommes face à nos bourreaux? Et c'est à nous de prendre les réelles dispositions pour nous débarrasser d'eux. Les esprits et autres forces occultes ne seront pas toujours là jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Il y a le fait d'être aidé par d'autres éléments dans votre entourage immédiat, mais il y a aussi le fait c'est sans Simbi qu'elle a tué l'oncle. Votre propre détermination. Ouais. Il y a un déficit de révolte que nous avons dans la société haïtienne, un déficit d'accepter tout et de remettre tout au niveau du ciel qui doit venir nous délivrer. Du coup, nous avons perdu notre capacité à nous indigner. De nous indigner par rapport à une situation. Parce que les esprits vont intervenir. Antonia ici donne l'exemple. Elle a été violée, elle s'est vengée. Ouais, elle s'est vengée systématiquement. Parce qu'elle n'en pouvait plus avec toutes les turpitudes qu'elle a vécues dans le village. Elle s'est révoltée, elle a empoisonné le pharmacien. Mais d'une fort belle manière, un bon mélange. Oui, c'est très bien calculé. C'est très bien calculé. Tant et si bien qu'on n'a pas pu déceler qu'est-ce qui est arrivé au pharmacien. Absolument. C'était une vraie révolte de sa part de subir un ensemble de choses. Eh bien, sans l'aide de Simbi, elle a pu être délivrée de cette histoire de viol par... Il y a aussi, Pierre Clitande, une attitude de femme que j'ai beaucoup appréciée dans ce roman. Tu as parlé des Delarue, les Delarue qui ont donc accepté cette jeune fille, Antonia, chez eux, mari et femme. Mais monsieur Delarue, quel cachotier! C'est quelqu'un qui a pu garder pendant plusieurs années un grand secret. C'est quelqu'un qui couche secrètement, qui voit secrètement une histoire d'amour avec Hidalbert, la femme du député Hidalbert, et personne n'est au courant de son histoire. Mais c'est des choses qui arrivent même au niveau de la ville. Ouais. Au niveau d'un bourg aussi, c'est un peu beaucoup plus complexe. Certains hommes ont l'intelligence du secret. Oui, c'est vrai. Et pendant plus de 50 ans, eh bien, ils ont vécu cette histoire et personne n'a pu déterminer la vérité autour des liens cachés qui existent. Mais j'ai quand même aimé la réaction de Madame Delarue. Elle a appris ça très tard, à la mort de son époux, qui justement a été tué suite à une altercation avec le député Hidalbert, qui ne savait pas forcément que Delarue était en lien avec sa femme. Et quand elle a eu la nouvelle, elle n'a pas cherché à violenter la femme Hidalbert. Elle a été sur la tombe pour se venger. Oui, pour se venger au pied du mort. Mais c'est une Peut-on se venger de mort? C'est une morale que j'essaie à travers le texte de diffuser au niveau non seulement des lecteurs, mais aussi au niveau de ceux qui s'intéressent vraiment au principe de pardon que nous n'avons pas. Je pense qu'il y a un grand déficit de pardon dans ce pays et on se venge toujours de façon systématique et des fois c'est tellement sanglant, c'est tellement violent
que nous tournons systématiquement autour de cette violence. Et on n'a pas la possibilité de prendre une distance et de savoir au moins quelle est la réalité de la chose, qu'est-ce que je dois faire autrement en dehors de la violence. Donc, elle pourrait réagir de façon violente, mais elle a non seulement un lien avec Madame Hidalbert. Elle s'est liée au fait à Madame Hidalbert. Le lien, c'est justement le fils qui est né de justement, son mari. donc au lieu de détester le fils, elle a été dans un élan d'amour pas possible pour ce fils qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son époux. Mais elle s'est liée, et c'est là sa grandeur d'âme, elle s'est liée, on va dire le mot, à sa matelote pour tuer celui qui a tué son époux. C'est vrai. Il y a un aspect, je dirais, presque shakespearien dans la fin du roman que j'apprécie tout particulièrement, le fait de la liaison entre les 2 femmes pour tuer l'époux Hidalbert. Mais Hidalbert, c'est un personnage qui est l'expression d'une société brutale, d'une société qu'on peut situer dans les années 50 et 60. Sous le duvalierisme. Hidalbert, c'est quelqu'un qui a eu une grande maison dans le bourg et qui voulait être respecté en regard justement de ses moyens financiers et aussi de son pouvoir sur les autres. Donc finalement, on en avait assez avec Hidalbert et le fait par ces femmes de mettre fin à la vie d'Hidalbert, c'est symboliquement important dans le texte et aussi dans sa compréhension sur le plan politique. Parce que finalement... C'est quand même un bourreau qui meurt. Sa mort a une pointe symbolique importante. C'est le méchant qui meurt dans ce roman. C'est le méchant qui est mort et qui libère, et je dirais par sa mort, et qui libère le bourg de l'ensemble de problèmes. Parce qu'il y a un ensemble de problèmes dans le bourg qui n'ont pas été réglés par ce bonhomme. Parce que quand il y avait des problèmes, par exemple les inondations et autres... Mais lui, il s'en foutait pas mal. Il faisait son pain sur son balcon et tout. Il se baladait... Il ne s'occupait pas des choses qui concernent le bourg réellement. Donc c'est un moment qui met fin à une période de violence, qui met fin à une période de haine, qui met fin aussi à une période de préjugés qui a marqué le bourg. Et puis j'ai aimé aussi ton parti pris, ta stratégie pour évacuer du récit ce méchant député criminel. Ce n'est pas la société civile composée en grande partie d'hommes qui ont éliminé le député Hidalbert. Ce sont des... n'existait pas. Voilà, ce sont des femmes. Ce sont 2 femmes qui se sont mises ensemble pour débarrasser le bourg d'un criminel. Donc tu nous invites à saluer le courage féminin. Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu as aimé Caravaggio. Mais Caravaggio a un très beau tableau. Je suis en amont devant Caravage. Judith, ce sont 2 femmes qui se sont mises en commun pour décapiter la tête d'Holoferne. Mais quel tableau. Quel tableau superbe. Donc les femmes se mettent très souvent ensemble pour débarrasser les sociétés de leurs fatras humains. C'est vrai. Ça veut dire que la femme joue un rôle extrêmement important dans la composition de notre structure sociale, bien qu'elle a été dans le temps mise un peu à l'écart, considérée comme une pécheresse. Mais laissez-moi vous dire en passant, quand on dit dans une célèbre prière qu'on connaît, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est la femme. Parce qu'à l'époque, on considérait la femme comme la pécheresse, celle qui a entraîné le monde dans le chaos et autre chose. Une considération qui n'est pas une considération scientifique. Qui est misogyne aussi. Oui. Misogyne. On ne voulait pas dire la femme, donc on a dit que c'est le Saint-Esprit. Mais la femme a toujours aidé. Dans toutes les grandes mythologies. Elle a toujours été aidée, mais certaines fois, elle a toujours été déconsidérée par rapport à son apport réel à la société. Et si tu permets, Pierre Clitande, page 44, nous allons voir, pendant un temps, on disait qu'Anastasie, c'est Madame de la Rue, on disait d'Anastasie qu'elle était une zobope. Oui, c'était le mot d'ordre. On la traitait de sorcière, de loup-garou, de chorché, de sans-poêle. On disait qu'elle voltigeait sur les tôles des maisons du bourg, qu'elle laissait sa peau dans un baril de sa boutique, que son cul propulsait du feu.
Pierre Clayton, c'est quoi un sans-poêle en Haïti? Qu'est-ce qu'un sans-poêle? Bon, j'ai fait quelques recherches. Je ne suis pas un grand scientifique là-dessus, mais j'ai fait quelques recherches avec des amis qui m'ont expliqué cette histoire. Parce que il y a des éléments de richesse que nous avons dans notre culture, que nous avons mis de côté. Et que ce n'est pas simplement nous qui avons mis ces choses de côté, c'est des institutions établies dans le pays qui ont écarté systématiquement ce que nous avons comme richesse, qui nous font comprendre que ça, c'est du satanique, c'est du diabolique, c'est autre chose. Tandis que les sans-poêles, ce n'est pas du satanique. C'est vraiment des richesses que nous avons. Laissez-moi vous dire que dans l'histoire haïtienne, bien avant 1804, eh bien, les esclaves avaient la possibilité de se téléporter. C'est maintenant au niveau de la science qu'on parle de téléportation. Les esclaves savaient se téléporter. C'est sortir par exemple au sud, à Jérémie, pour et aller dans une importante réunion au Cap Haïtien dans l'espace de quelques secondes. Non, Pierre, est-ce que tu es, non. Est-ce que tu es sérieux? Je suis sérieux. Tu penses que les esclaves se téléportaient, partaient de la rivière? Laissez-moi vous dire quelque chose. Et il y a peut-être 2 semaines que je ne pouvais pas dormir aux environs de 2 heures du matin. Quand vous avez cette impression d'insomnie, c'est quelque chose que vous devez faire. Donc je me suis levé, je suis allé à mon bureau, j'ai pris quelque chose, des livres. Mais il y a une idée qui m'est revenue en tête de façon régulière et comme une insistance pour me dire de prendre une feuille de papier et d'essayer de comprendre le vol du sans-poêle dans le temps. Einstein l'a dit, Einstein l'a écrit avec sa célèbre formule de la théorie de la relativité. E égale mc carré. E égale mc carré. Mais c'est le scientifique qui parle. Mais il y a autre chose encore qu'on n'a pas encore... Donc, est-ce que les sans-poêles mobilisent cette fameuse équation d'Einstein pour voler? Bon, Einstein a trouvé l'équation scientifique qui prouve que le temps n'est pas comme nous le voyons. Comme nous le voyons avec nos regards. C'est-à-dire le temps n'existe pas d'un côté, l'espace d'un côté. Il y a un continuum espace-temps. Il y a un temps plié. Entendez bien le mot, il y a un temps plié. J'ai entendu le mot temps plié. Il y a un temps plié. Donc, je ne pouvais pas dormir et j'ai pris une feuille de papier. J'ai pris le caméraman de fixer un peu, comme ça les téléspectateurs peuvent voir. Alors, j'ai eu... Est-ce qu'on peut faire un zoom sur ce que Pierre va montrer? J'ai eu l'idée de tracer au moins un dessin à partir de 4 points cardinaux. C'est le nord, le sud, l'est et l'ouest. À partir de là, le vol à travers un véhicule naturel se fait comme ça. C'est comme ça pour arriver d'un point à un autre. Pour arriver et sortir de l'est pour aller à l'ouest. C'est un mouvement rectiligne. Un vol normal. Un vol normal, dans un avion ou un hélicoptère. Un hélicoptère et autres, ou à cheval, si possible. Mais il y a une autre idée qui m'a dit de plier la feuille de papier. Donc j'ai commencé par plier, pour rencontrer les 4 points cardinaux. Rencontrer les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux se rencontrent ici. Donc il y a une rencontre entre ces points cardinaux qui sont séparés dans l'espace physique, et naturel et visuel, et tu peux voyager à travers les points comme ça. Tu perces et tu voyages à travers les points cardinaux. Donc, donc il y a moyen de traverser le temps. Il y a moyen d'aller au-delà des principes physiques. Non, mais à ce moment-là, on va voyager à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Oui, bon, je n'ai pas trop de données scientifiques pour parce que la lumière, c'est 300 000 km par seconde. C'est vrai. Mais si là, on peut résumer les 4 points cardinaux, c'est là qu'on peut se téléporter justement, être à la rue Chavannes, là maintenant au studio de Caraïbes FM, et la seconde d'après, être à Jérémie. Eh bien, tout cela est expliqué par un phénomène du pouvoir de la pensée sur le corps. Donc, est-ce que les sans-poêles savent faire ça? Ben oui. C'est rapporté dans l'histoire officieuse de ce pays. Parce que les colons avaient l'habitude de contrôler leurs esclaves. Ils travaillaient dans les plantations. Mais au cours de la nuit, les esclaves voyageaient, se téléportaient d'un endroit à un autre. Et le lendemain matin, c'est ça qui me fait plaisir quand tu le dis. Le colon regarde dans sa plantation et il voit les mêmes esclaves. Donc en Haïti, en 2017, il y a toujours des Haïtiens comme toi et moi
qui ont justement cette possibilité de se téléporter? Je ne veux pas m'aventurer à dire qu'il y a des Haïtiens qui peuvent le faire, parce qu'avec l'urbanisation systématique, il y a des, Oui, il y ça a, va il y a être des compliqué. changements Ça va être de compliqué. culture. Mais on ne sait pas dans l'espace rural qu'est-ce qui existe encore. Qu'est-ce qu'il y a comme Et si pouvoir cela- mystique réel pas que mystique, certains... c'est physique. C'est physique. C'est physique. Parce que s'il y a Stein dans cette histoire, ça veut dire que c'est physique, c'est prouvable. Mais j'ai aimé ton allusion il y a quelques instants aux colons et aux esclaves. Tu dis souvent, on lui lançait, à ces moments de conflit d'idées, la déclaration excessive et coléreuse au sujet de la peau d'un blanc pour parchemin et de son crâne pour écritoire et de son sang pour encre. Tu dis déclaration excessive et coléreuse. Penses-tu qu'on n'avait pas besoin de cette déclaration-là? Penses-tu qu'on n'avait pas besoin de la peau d'un blanc pour parchemin, de son crâne pour écritoire et de son sang pour encre, étant donné le contexte d'horreur de l'époque? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je crois qu'il y a un aspect, je dirais, osons le terme, il y a un aspect cannibale, entre guillemets, dans cette déclaration. Oui, la révolution, on ne joue pas avec la révolution, ça se fait avec le sang, ça ne se fait pas de façon innocente. Mais je crois que cette déclaration de la peau d'un blanc pour parchemin, de son crâne pour écritoire, de son sang celui qui l'a écrit, sûrement tu connais, Boiron Tonnerre, qui l'a écrit, il a été sûrement animé par une inspiration, je dirais une inspiration. C'était peut-être littéraire. C'était une allégorie peut-être, Pierre. C'est pas une allégorie, c'était vraiment physique. C'était vraiment physique. Pierre. Mais c'était aussi une façon de récupérer l'énergie du blanc aussi. Ouais. De récupérer cette énergie-là. Et de la mettre du côté. L'énergie du capitalisme qui aboutit justement à cette histoire de transporter les Africains et pour traverser toute l'Atlantique avec les Africains dans la cale du bateau négrier. Et dans la cale du bateau négrier, on faisait tout. On faisait tout. On jetait toutes les choses nécessaires, les mauvaises matières, le pissard. Ouais. C'est vrai que les esclaves étaient... Vous m'excusez, chers amis téléspectateurs, même le sperme, on jetait. Donc les esclaves vivaient dans des situations extrêmement précaires, extrêmement terribles dans la cale du bateau négrier. Donc pour récupérer toute cette énergie, il me semble que c'est une déclaration de récupération de cette énergie-là qui est à la base du capitalisme. Clinton, moi je pense, avec mes grands-parents, mes arrière-grands-parents qui étaient des esclaves, que cette déclaration était nécessaire. On va prendre une deuxième pause. Et soufflons un peu. Soufflons un peu. Simbi Androgène, la conversation ne s'arrête pas. Nous sommes maintenant avec les sans-poêles et les chauchés. Mesdames et messieurs, le temps de votre deuxième respiration. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. En revenant du collège, l'adolescente avait traversé le salon où se tenaient les deux hommes. Elle n'avait pas prêté attention à leur conversation. Elle embrassa au front maître de la rue et tendit la main dans un geste théâtral aux visiteurs. Elle disparut en sautillant gracieusement par la porte de fond. Près de la panetière où étaient disposés des verres, de la vaisselle, de l'ancienne argenterie de l'année de noces et de petits bibelots, sucriers la lique et autres vases à fleurs achetés à la belle entrée, ce magasin chic de la capitale qui n'avait pas encore été mis plate à terre par la secousse fatale. Le daguerreotype montrait les beaux mariés dans un cadrage ovale. Après avoir poussé la porte aux petites persiennes de bois, les jeunes mariés vous accueillaient avec leur rire. Et il fallait déployer un rude effort pour ne pas se croire perdu en arrière dans le temps. Sinon, on se serait cru au lendemain de la noce mémorable pour laquelle le marié avait loué un carrosse colonial qui avait laissé la cathédrale
de la ville en circulant sur la place publique parmi des lauriers. Il fallait l'effort de mémoire, car les meubles, le sofa des amoureux, la chaise à bascule verte, la corbeille de camélias sur le tabouret, le sucrier de porcelaine et autres vases à fleurs, les persiennes de bois, le phonographe exhalant certains soirs les plus belles chansons des Antilles, c'était une ambiance sympathique. On entendait Parfum la peine, Caille maman la tête est tremblée, Pamela, Caridad, Maman Nanotte. Le tout béait dans une atmosphère locale, intime, joviale et harmonieuse dans l'ombrage de la vocatier stérile. Maître de la Rue se passionnait pour le siècle romantique, mais il lisait aussi la littérature des Lumières. Il disait sous les galeries, dans la compagnie des frères, « Je m'insurge contre les clercs en compagnie des philosophes et je fais se pâmer les femmes avec de parfaits alexandrins. » De l'éloquence, il n'en manquait pas, mais personne ne savait que cette qualité, si ça lui donnait un peu de caractère, avait failli, un après-midi ensoleillé, mettre fin à sa vie. Il avait déclamé le lac. C'était exécuté de si pathétique manière. La jeune fille allait le soir, même de l'audition du poème, accepter qu'il lui baisât la main en signe d'amour éternel dans le deuil comme dans la joie. Il avait essayé encore la prouesse théâtrale sur un rocher volcanique dont on dit souvent au bourg qu'il était tombé là, un matin, dans un sillage d'étoiles et de poudre bleue, une poussière mémoriale qui s'était répandue sur les toits de tôle du petit village. Les fervents catholiques disaient « c'est le jupon de la Vierge ». D'autres, plus portés vers le vaudou, s'exclamaient « c'est la robe de maîtresse d'Antor ». Voilà. Un appel au syncrétisme aussi, là, à la fin de cet extrait. Ça peut être la robe de maîtresse d'Ambala, ça peut être la robe d'un personnage religieux. Nous sommes toujours dans le syncrétisme, dans ce dialogue entre religions. Est-ce que pour toi, Simbi Androgène, c'est un roman qui appelle à ce dialogue interreligieux? Oui, c'est un effort de traduire ce syncrétisme. Parce que le syncrétisme a aussi son histoire. C'est la violence coloniale qui est venue avec ses iconographies, qui est venue avec ses principes, qui est venue avec... Jésus. Avec Jésus. Parce qu'avant la colonisation, on a honte de le dire, avant la colonisation, Jésus n'existait pas en Haïti. Jésus est venu avec le colon. Oui, avant 1492. Il n'y avait pas de Jésus en Haïti. Abraham, Moïse, on ne connaissait pas. Ça n'existait pas. Jésus est arrivé avec ces forces du mal qui nous ont appauvris, qui nous ont tués et avilis. Alors la grande question qu'il faut se poser maintenant, et c'est une grande question pour les intellectuels haïtiens, je me demande qu'on a laissé un espace à des cultes religieux qui gagnent beaucoup plus du terrain au niveau de la mentalité collective des gens. On sait que les cultes religieux ont joué beaucoup sur la question de la culpabilité collective en Haïti. Comme qui dirait, nous aurions fait quelque chose de mal en 1791, nous aurions fait quelque chose de mal en 2010 par exemple. Non, en 1900, en 1800, en 1804. Oui. Donc il faut culpabiliser ce peuple. Et comme ça, on peut mieux asseoir notre domination sur lui. C'est ça. Alors, quelle est la responsabilité intellectuelle dans tout ça? Moi, j'ai eu des expériences dans mon quartier. Il y a des personnes qui passent et qui nous disent que Jésus a retourné. Des fois, mon compte levé, le mapé passé à côté. On me dit, est-ce que monsieur t'es allé? Côté monsieur t'es allé. Côté t'es allé, je me dis, il a retourné, mais qui va l'aller? Je me regarde un peu, je ne sais pas déjà m'aller. Mais c'est quoi? C'est le soleil, c'est la lumière. Ouais. Est-ce que la lumière là t'est éteinte? Jamais. La lumière est allée briller dans un autre endroit de la terre, mais la lumière... Le retourner encore. Voilà, c'est le retour, c'est le cycle du retour du soleil. La lumière brille toujours. Donc Simbi Androgène, c'est un effort symbolique aussi de rapatrier cette question du Christ et de Jésus. Parce que cette forme-là, c'est l'Egba que je vous ai montré, les 4 points cardinaux que nous avons aussi dans notre culture, dans nos vévins. Il y a beaucoup de
Vevey qui représente cette forme des 4 points cardinaux. Mais il faut voir le Christ dans le sens, je dirais, beaucoup plus symbolique. Il y a des personnes qui restent seulement au niveau du Christ physique, du Christ historique. Mais il y a un Christ qui est beaucoup plus symbolique, qui est exprimé aussi par les manifestations positives dans la nature. Et qu'on a aussi dans le vaudou. Absolument. Alors, on va se replonger dans Simbi Androgène. On sera à la page 68. C'est quand même un roman qui m'a appris quelque chose. Il y a une jeune femme dans ce roman, Résia, qui tombe sur un homme qui peut lui offrir tout l'or du Pérou. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel cochon maintenant t'a engrossé? La femme répond, tue-moi pour en finir. Voici un couteau. Je ne pourrai supporter tes yeux. Je t'ai trompé. Voilà. L'homme s'était emparé du couteau et la femme crie encore, tue-moi. Il jeta le couteau et tomba à genoux. Pourquoi m'avoir fait cela? La femme répond, je suis une ordure. Oui, une belle ordure. La veine rouge de son front était plus prononcée. Il fut profondément troublé. Une folle envie de la prendre là sur le plancher s'était emparée de lui. Il ne se contrôla plus. Il déchira la robe de Résia. Elle avait vu le trouble dans son regard affolé. Et Résia qui dit, viens me lapider avec un coup de galette. Venge-toi sur ce corps souillé. Prends-moi, salis-moi, crache dans mes offices, foudre et merde, suce-moi le pouce, enfonce ma porte arrière, souille-moi toute la bouche, mords-moi la jambe et plaque-moi contre le mur. Mais Résia... Ouais, mais il y a un aspect... Résia a trompé cet homme qui pouvait tout lui offrir. Est-ce pour dire que nos passions ont toujours le dessus? Malgré tout l'or du Pérou qu'on peut nous offrir, mais nous avons des passions, nous avons des feux en nous que rien ne peut éteindre. Ces choses-là qui nous définissent. Donc Résia, naturellement, est polygame. Elle couche avec plusieurs garçons. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, elle prend conscience aussi. Oui. Parce que dans la mécanique de notre corps, de la structure corporelle, il a été déposé quelque chose qui s'appelle la conscience. C'est peut-être autre chose aussi, et qu'on peut avoir une définition beaucoup plus scientifique là-dessus, mais la conscience nous permet de voir notre passé, la conscience nous permet aussi de faire le tri dans les choses que nous avons faites. Est-ce que ces choses sont bonnes? Est-ce que ces choses sont mauvaises? Ou pour éviter des termes systématiques de bonnes ou mauvaises, est-ce que c'est bon pour mon fonctionnement? Est-ce que ça me permet d'aller de l'avant? Est-ce que ça me permet d'aller en arrière? C'est ça le jeu de la conscience. On ne va pas oublier dans ce jeu de la conscience qu'on a carrément 2 niveaux de conscience. Il y a une conscience rétrospective, une conscience qu'on a avant de poser certaines actions. Donc Résia pouvait se dire, est-ce que je vais bien faire en couchant avec ce garçon-là, en trompant mon mari? La conscience, voilà, prospective. Et une conscience rétrospective qui vient après l'acte. On a l'impression que chez Résia, c'est surtout la conscience rétrospective qui fonctionne. C'est après l'acte. Elle a fini par comprendre que tous les problèmes et turpitudes qu'elle a eu dans sa vie, c'est dû en fonction du fait qu'elle a peut-être passé outre certains principes. Parce que les principes, on ne peut pas dire que c'est des principes moraux seulement. Les principes sont des principes qui sont liés entre nous-mêmes et la nature. Ils sont liés entre la nature et l'ordre qui a été mis dans le cosmos. Mais c'est certain qu'on peut remettre en question l'ensemble de principes moraux établis par la Bible, établis par des concepts religieux. Mais c'est certain aussi que l'ordre qui a été mis dans la construction du cosmos et de l'homme, l'ordre doit être relativement respecté. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Moïse est descendu, on dit que Moïse est descendu du monde, d'une montagne, avec les tables de la loi. C'est le mont Sinaï, non? Le mont Sinaï, avec les tables de la loi, et qu'il a vu que les personnes s'adonnaient à de la pornographie et autre chose, et que cela, c'était des choses qui sont des pratiques sataniques, des pratiques diaboliques.
Mais qu'est-ce que nous voyons dans le monde contemporain actuellement? C'est la pornographie qui règne. Ouais, tout est sexe maintenant. Et Soit sexe ou sexe en pile. Tout est devenu pornographique. Et Ouais. même dans ce que nous recevons comme information qui pourrait nous permettre d'accéder à un niveau beaucoup plus supérieur, les films, le théâtre. Ouais, c'est vrai que le choses. sexe n'est jamais loin. C'est vrai que Il y a toujours Ouais, une scène sexuelle c'est quelque jamais part, loin. juste pour nous attirer vers les pulsions, qu'on dit des pulsions négatives, mais que je considère comme des pulsions qui sont dans le ventre. Je l'ai dit au début de cette émission, Ouais. il y a des pulsions, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Bon, pour résumer un peu, il y a d'autres demeures, mais la demeure du ventre est une demeure qui nous pousse justement vers ces instincts-là. les pulsions charnelles. Yeah, les pulsions charnelles. Est-ce que tu condamnes ces pulsions-là? Je ne les condamne pas. Je ne les condamne. Pourquoi je ne les condamne pas? Parce que je les pratiquais aussi. Mais il arrive un instant où il y a une conscience qui se développe à l'intérieur de toi. Tu sens que tu vas être noyé si tu continues systématiquement à pratiquer cette chose. Parce que quand Jésus, entre guillemets, avait dit à Pierre, tu peux marcher sur les eaux, eh bien, les pasteurs n'expliquent pas vraiment ce que cela signifie sur le plan symbolique. Marcher sur les eaux veut dire que tu peux contrôler tes pulsions sexuelles par l'abstinence. Mais Pierre, moi j'ai une question. Quel intérêt avons-nous, hommes et femmes, à nous soumettre sous une forme de moralité qui ne nous permet pas d'être en paix avec nos pulsions? Eh bien, être en paix avec notre pulsion, c'est savoir qu'il y a un lien qui existe entre notre cerveau et notre ventre. J'avais dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. En fait, je vais résumer pour les deux demeures les plus importantes. Le ventre, ou le nombril, et l'apex que vous avez au milieu de votre tête qui vous permet d'avoir des contacts avec des entités beaucoup plus supérieures. On va essayer de résumer avec des mots beaucoup plus scientifiques, entre guillemets. Ouais. Il y a des forces supérieures, il y a des forces inférieures. Eh bien, Physique ou mystique, Pierre? Non, physique. Physique, ok. Physique, ce sont des forces physiques. Les forces supérieures ont besoin maintenant de savoir ce qui passe au niveau des forces inférieures. Ce qui passe au niveau de la Terre, eh bien, les forces supérieures doivent savoir ce qui se passe au niveau de la Terre. Eh bien, l'alliance doit être établie entre les forces supérieures et les forces inférieures. C'est ça qu'on appelle l'arche d'alliance. Ouais. Et l'arche d'alliance est établie justement à travers l'ADN, à travers le Dambala. D'où la nécessité de Il y garder a des un personnes qui équilibre. pensent seulement à Dambala comme une couleuvre ou comme un sexe. Mais ce n'est pas vrai, c'est l'onde. C'est l'onde maïtique que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, faire fonctionner cette onde maïtique pour que cette onde maïtique ne soit pas simplement une affaire de couleur ou une affaire de loi, de Dambala qui possède quelqu'un. Mais quand vous voyez la chose scientifiquement, et que vous pouvez décoder ce Dambala que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, pour que cela fonctionne de façon je dirais, efficace, eh bien, entre la tête et le ventre, il doit y avoir une alliance de contrôle. Mais étant donné que Dambala... Je ne dénonce pas le ventre. Ouais. Hein? Tu nous appelles à comprendre ce qui se passe dans le ventre. La relation qui existe entre, Ouais. entre le ventre et la tête. Si tu fais fonctionner beaucoup plus le ventre, tu vas avoir des pulsions pour avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir des pulsions pour avoir beaucoup de femmes, tu vas avoir des pulsions pour que devant ta maison, il y a 5 ou 6 ou 7 voitures, c'est comme ça qu'on peut être respecté. Tu vas avoir des pulsions matérielles, l'argent et autre chose. Et tu vas expérimenter beaucoup de pratiques sexuelles, même des pratiques... même homosexuel peut-être. On va jusque-là. Hein? Ça peut partir vers l'excès le plus total. Mais Dambala, l'appellation Dambala, étant donné que c'est un personnage qui existe principalement dans l'idiosyncrasie d'Haïti, est-ce qu'un Tchèque, un Japonais, un Nigérien, un Béninois peut être touché par Dambala, atteint par cette vision du monde comme... Oui, on l'appelle Dambala, mais je pense qu'il y a d'autres noms hein, dans d'autres cultures pour nommer cette structure que nous avons, cette structure spiralée que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'y a que l'arsenal conceptuel qui change,
mais dans l'essence, nous avons tous en nous cette spirale. Maintenant, que fais-tu maintenant des membres inférieurs, des pieds? Qu'est-ce qui se passe dans nos pieds, dans nos jambes, dans nos genoux? Y a-t-il des énergies? Y a-t-il des fox? Y a-t-il des simbis dans nos jambes? C'est même au niveau de notre sexe aussi. Et la jambe, c'est la continuité pour moi. C'est la continuité du sexe. Parce que la jambe nous permet justement de nous tenir debout sur la terre. Donc les énergies passent à travers des organes bien déterminés, descendent vers le ventre, et ça va dans toutes les parties du corps. S'il y a une partie du corps qui ne fonctionne pas bien, les genoux ou la jambe dont tu parles, jambe, entre guillemets, eh bien, si ça ne fonctionne pas, si ça ne reçoit pas l'énergie nécessaire, eh bien, tu ne vas pas être debout, tu ne pourras pas marcher pour prendre soin de votre santé ou pour vous activer dans votre professionnalisme. Simbi androgène. Donc, oui. Donc, je veux dire que ces demeures que vous avez dans votre corps, il y a plusieurs maisons de la demeure du Père. Donc, c'est pour vous dire que le ventre, c'est une chose extrêmement importante. Ça peut vous permettre de contrôler votre volonté. Et quand ça n'est pas contrôlé, quand le ventre n'est pas contrôlé par votre volonté, on peut avoir mille et un problèmes avec le fait de ne pas pouvoir contrôler les pulsions, le fait de ne pas pouvoir contrôler le ventre, qu'on appelle dans la littérature kabbalistique, qu'on appelle le malkout. Mais le malkout, c'est les forces inférieures. Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait une éthique dans la culture de l'excès, dans le sens où celui qui écoute constamment ses pulsions, si cette écoute lui permet d'aller bien, si ces pulsions ont sur nous un effet amélioratif, est-ce pas bien pour nous, pour notre être? Si par exemple nous sommes dans un constant besoin de sexe, si nous nous donnons du sexe à volonté tout le temps, si ça nous fait du bien, n'est-ce pas là une décision noble que de décider d'être dans une éthique qui nous permet de nous réaliser? Bon. On peut certainement glisser dans le plaisir systématique. On peut lire Baudelaire, on peut lire en fait, tous les grands qui ont parlé du sexe dans le sens holistique du terme. Que ça peut aider aussi dans le sens spirituel, parce que le sexe nous permet justement de comprendre. Le sexe nous permet justement non seulement de jouir, mais de comprendre l'autre partie que nous avons à l'intérieur de nous et qui a été élevée, qui a été enlevée dans notre corps. L'autre partie, c'est la femme. Et cette partie-là nous permet d'ouvrir nos yeux, d'avoir un regard beaucoup plus méthodique sur le monde qui nous environne. Donc on ne peut pas laisser cette partie de côté. Mais c'est l'excès. L'excès dans l'excès, nous tombons dans des situations de manque de volonté. Nous tombons dans des situations de principes matériels qui ont le pas sur le principe spirituel. Avoir beaucoup d'argent, ça appelle à tout ça, à l'argent, la luxure, à la luxure et autre chose. Mais si c'est dominé par votre volonté, vous dites que vous avez une migraine et que vous allez pratiquer telle ou telle chose, de l'onanisme éventuellement, pour vous libérer de cette migraine, eh bien, c'est possible parce que tu le fais avec votre volonté. Mais si c'est l'autre qui vous tente et à chaque passage de jupe et autre chose, eh bien, vous ne pouvez pas contrôler votre jambe. C'est certain que vous tombez directement dans l'excès systématique. Ce troisième pied, comme on dit. Pierre, nous sommes carrément à l'embrasure de cette émission et je voudrais qu'en quelques secondes, tu recommandes 2 livres aux téléspectatrices et téléspectateurs de cette émission. Quel livre tu voudrais que ces jeunes, que ces adultes lisent à côté de Simbi Androgène comme des livres t'ayant marqué? Bon, il me faudra un tout petit peu réfléchir, mais j'ai en tête un livre comme Le Parfum de Patrick Süskind, qui est un très bon livre. Ça vous permet de comprendre les symboles, les grands symboles de la parfumerie. Parce que ça c'est une excellente raison. Ça sort des éléments qui ne sont pas vraiment perfectionnés
Et quand ça arrive à un certain degré de perfection, eh bien, vous respirez quelque chose de particulièrement envoûtant. Ouais. Et ça nous Mais montre dans le aussi film, il y a les le film. pouvoirs de l'odeur. Yeah. Oui, tout le monde a vu le film, mais peu ont lu le livre. C'est vrai, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et- Parce que les images comptent beaucoup plus que le film. Ouais. Mais il faut lire le livre parce que dans le livre, il y a les mots, il y a les situations, il y a le texte. Tu Et peux aussi jouir la langue. La langue de Susskind. l'écriture Ouais. du texte. Deuxième c'est livre vraiment que important. tu recommandes Donc, aux jeunes qui je regardent l'émission. parle du parfum parce que le Ouais. parfum, ça joue un rôle extrêmement important dans le corps humain. Les odeurs. Dans une demeure de votre corps, Ouais. il y a des parfums, il y a des odeurs qui ne sont pas bonnes. Mais il y a des demeures dans votre corps, quand vous travaillez sur vous-même, eh bien, les odeurs sont extrêmement envoûtantes et Ouais. tu arrives à un niveau extrême de spiritualité. Donc, voici pourquoi tu ça que je proposes recommande ce roman, le roman, Le Parfum. Mais de ne pas le lire de façon linéaire, aller à l'intérieur du texte et comprendre Le fonctionnement des la odeurs. mécanique de la formation des parfums Et voir comment- la fabrication du parfum aussi. Et voir comment les odeurs participent à constituer notre chimie intérieure. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. J'aime le terme chimie intérieure parce que lui, le parfumeur dans le film, et quand ça arrive à un degré de perfection, et il s'isole dans son laboratoire et il tire dans sa poche un mouchoir blanc et il fait un geste et justement pour prendre l'odeur du mouchoir. C'est extrêmement beau et extrêmement poétique aussi. Et malheureusement, il était mort par accident. Oui, parce oui. que On va, ça a été effondré. on va laisser ce plaisir au lecteur. Et Pierre, écoute, moi je regarde Délivrez-vous de temps en temps, j'ai 20 ans. Donne-moi une raison pour que je lise Simbi Androgène. Donne-moi une seule raison, j'ai 20 ans. Oui, la première raison, c'est... Une seule disons, que tu me donneras. Hein. Bon, il y en a plusieurs. Mais la raison fondamentale, c'est de comprendre la culture haïtienne. De comprendre la culture haïtienne au niveau au moins de personnages. De comprendre aussi que dans nos mœurs, particulièrement dans les bourgs, ça se fait aussi dans les villes, il y a beaucoup de choses cachées. Il y a beaucoup de mœurs cachées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Les mœurs cachées de la bourgeoisie. Il y a les mœurs cachées de la classe moyenne aussi. Ouais. Il y a les mœurs cachées du peuple. Donc il faut qu'il y ait un écrivain qui puisse mettre le doigt au jour, dessus. et les montrer donc- directement. Parce que nous souffrons beaucoup de ces mœurs cachées et ça devient un traumatisme systématique. Ouais. Et il y a des traumatismes politiques, il y a les violences, et il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Mais on n'a pas encore tenté une espèce de sociologie de ces mœurs cachées et qui nous traumatisent parfois. Mesdames et messieurs, le temps que je remercie. Non, l'autre livre, c'est Ouais. Compère Général Soleil. Ouais. Que tu voulais absolument recommander. Ouais. Alors, vous voyez le rapport entre le soleil et le parfum. Le soleil, le parfum. Et le soleil qui est un compère général de Jacques-Stéphane Alexis. Ouais, c'est vrai. C'est dommage que le temps ne nous permettra pas d'entrer dans l'œuvre, mais c'est quand même Jacques-Stéphane Alexis, mais au top de son talent, de sa finesse d'écriture, et qui est dans une jeunesse interdite. C'était vraiment un esprit extraordinaire. Une jeunesse interdite, Alexis. qui a Il a écrit pu des regarder Papa Doc dans les yeux et lui dire « Je suis citoyen de ce pays ». Ouais. Je recommanderais aussi aux lecteurs de lire aussi le dernier livre de Jacques-Stéphane Alexis qui a été publié Chez Zulma en France, L'étoile absinthe. Voici donc les recommandations de Pierre Clitand, de mon invité. Il vous invite à lire Le Parfum de Patrick Susskind, Compère Général Soleil, Jacques-Stéphane Alexis et L'étoile absinthe qui a été publié tout récemment chez Zulma en France, qui est donc une œuvre posthume de Jacques-Stéphane Alexis, et Simbi Androgène, le roman par excellence de votre week-end, de la semaine prochaine, qu'il faut absolument lire. Merci Pierre Clitand d'avoir accepté l'invitation. Le livre sera aussi en vente à Livre en Folie cette année. Alors l'occasion justement d'acheter votre Simbi Androgène, ce roman qui va vous parler de Daïva, d'expédition, de mauvais air, de passeport, de zobob, de champouel, de chorchi. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Tout y est, c'est un roman riche. Je donne des pistes. Okay. C'est un roman riche que je vous invite à lire avec appétit de Pierre Clitand, Simbi Androgène. Mesdames et messieurs, restez
toujours dans le Gadon Bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.